Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter la rentrée donc pour le mois de septembre, la salle de montre. Donc on a quelques romans intéressants à vous proposer pour ce début d'année. Je vous souhaite d'ailleurs aux professeurs un bon début d'année scolaire. Donc on commence avec la dernière nouveauté de la Maison 2 qui nous présente le roman Presque Chien. Donc dans ce roman-là, essentiellement, on a l'histoire de Bernard, un petit chien qui a été abandonné sous un banc. Et Bernard, un petit peu imbu de lui-même, de se dire, c'est sûr que ça allait finir par arriver, quelqu'un allait venir me chercher, je vous dire, regardez-moi, je suis tellement beau, j'ai un beau pelage, je suis tellement intelligent. Et en fait, il a raison, il va se faire adopter par une madame d'un certain âge, donc une vieille madame. Et ils vont couler des jours heureux tous les deux, ils ont une belle interaction. Et Bernard, on le voit, est traité davantage comme un humain que comme un chien. Là où ça devient intéressant, c'est le moment où Bernard va se retrouver avec un groupe de chiens de rue. Et ce groupe-là n'a pas tout à fait le même discours face à l'humanité. Donc on est vraiment loin de l'humain qui est le chien qui est le meilleur ami de l'homme. On est plutôt avec des chiens qui ont eu des expériences assez traumatiques, assez négatives avec l'être humain. Donc la plupart vont dire qu'ils ont été abandonnés, certains ont été abandonnés par la famille suite à un décès. Donc chacun a un peu sa raison d'être dans la rue et ils ont décidé de former un petit comité à l'extérieur pour apprendre à survivre ensemble. Donc, on a la confrontation de ces deux univers-là ensemble, donc ce que l'humain fait de pire, ce que l'humain fait de bien, et on va assister dans le fond à un contact entre ces deux groupes-là, une prise de contact qui se fait de mieux en mieux, un dialogue qui commence à s'élaborer. On parle vraiment de deux extrêmes. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à travers Presque Chien, on va parler de la guérison. Il n'y a pas seulement les chiens qui doivent apprendre à guérir de leur traumatisme, on a également la madame qui s'occupe de Bernard, donc j'ai encore oublié le nom. Mon Dieu, comment elle s'appelle? Très gentille, madame en tout cas. Et finalement, on va réaliser qu'elle est issue, elle a survécu à l'Holocauste. Donc, tous les vendredis, elle fait un repas avec Bernard et ça semble être une espèce de rituel qui s'inscrit dans la tradition juive. Donc, on va parler un peu de cette dimension-là, de survivre aussi aux événements qui ont jalonné notre vie et à la solitude des fois qui peut en découler. Donc, c'est vraiment très beau, c'est très profond, c'est très drôle en même temps. Il y a des passages qui sont quand même assez rigolos et en plus, c'est illustré, donc c'est vraiment chouette. Plein de pertinence et plein de beauté. Donc, le Presque Chien. Le deuxième que je voulais vous présenter, c'est l'alphabet rapaillé, donc un petit ovni que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est un abécédaire en même temps qu'un livre de poésie et manifestement, l'auteur, c'est quelqu'un qui adore la poésie et qui la connaît quand même très bien. Donc, dans un premier temps, on va avoir 26 lettres corrélées à un prénom. Donc, je vous donne l'exemple de Béatrice, qui est juste ici, qui est très cute avec ses abeilles. Donc, de A à Z, 26 prénoms et 26 façons d'aimer la poésie selon différentes forces. Donc, il y en a qui vont être davantage dans la créativité, l'imagination. Il y en a d'autres qui vont être davantage dans catégoriser les mots, en chercher l'étymologie. Il va y avoir différentes façons, dans le fond, d'élaborer autour de chaque lettre et aussi de chaque façon de traiter la poésie en elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, vers la fin, donc là, je vous présente quelques petites pages qui sont vraiment très jolies. Les illustrations sont vraiment colorées, c'est vraiment chou. Une mention spéciale à Juana, que j'espère que je prononce correctement, la lettre Q, parce que c'est vraiment la lettre, selon moi, pensant qu'il n'y a pas beaucoup de prénoms en lettre Q. Donc, Juana, elle, c'est un prénom autochtone et c'est la petite fille qui a tout le temps mille et un projets. Donc, elle sait toujours ce qu'elle va faire. Dans le fond, il n'y a comme pas il n'y a pas de doute dans son esprit. Je l'aimais bien, ce personnage-là. À la fin, vous allez avoir un volet qui est documentaire, qui va vous expliquer en long, en large, pourquoi chaque page, chaque poème est différente de son suivant et qu'est-ce qu'il apporte, dans le fond, dans sa dimension française et par égard pour la poésie. Donc, il y en a qui vont parler, par exemple, des acrostiches, il y en a qui vont parler des figures de style. On va élaborer d'ailleurs sur les rimes. Et on va mentionner certaines constructions spécifiques à la poésie, notamment un alexandrin, qu'est-ce que c'est, combien de vers. C'est vraiment trippant. Même moi, je n'avais jamais vu autant, surtout pas au primaire, sur la poésie. Donc, les professeurs, vraiment, je pense que vous allez peut-être tripper. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et c'est assez rare qu'on s'intéresse à la poésie dans cette dimension-là de manière assez complète, tout en proposant une façon d'aller chercher
différents types de personnages, différentes forces. Il y a une belle diversité ethnique également dans le livre, donc vraiment c'est très accrocheur. J'espère que la Maison Soulière va nous en faire d'autres des beaux comme ça. D'ailleurs, je mentionne qu'ils ont commencé à changer leur format et leur page de couverture. C'est vraiment très beau. Donc, s'ils nous écoutent, vraiment un conseil, continuez comme ça, c'est vraiment chouette. Pour ceux qui connaissent Jon Klassen, on a un roman qui s'appelle Le Crâne. Et oui, il est aussi sombre et mystérieux qu'il en a l'air, donc et étonnamment très facile à lire. Donc, c'est même pas pour le 3e cycle, c'est plutôt pour le second. Donc, Le Crâne est inspiré d'un conte tyrolien. Donc, c'est une région que j'ai vue qui est en Europe, qui est pas très loin de l'Autriche et qui est assez spécifique. Donc, notre auteur, dans le fond, ce qu'il nous explique, c'est qu'il a déjà lu le conte dans sa version originale à un moment donné. Et l'année qui suit, l'histoire s'est quelque peu déformée dans son esprit et a pris la mouture qu'on connaît ici, donc la formule qu'on a ici. Et ça l'amusait beaucoup de voir que finalement, en lisant le conte, ça s'était un petit peu, la fin surtout, avait changé dans son esprit. Et aujourd'hui, il nous présentait la version qui, selon lui, avait sa préférence. C'est la sienne. Et ça donne vraiment un résultat intéressant dans la mesure où c'est vraiment un roman qui est teinté d'épouvante et qui met quand même un certain degré de malaise. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est. Donc, on commence déjà dans l'action. On est avec une petite fille qui court dans les arbres. On la voit juste ici. Donc, cette petite fille-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fuit. On ne sait pas, mais clairement, il y a quelque chose qui va pas. D'ailleurs, il y a même, elle croit entendre des voix qui l'appellent. Elle s'appelle Ottila, donc on la voit ici. Et elle se cache dans la forêt. On est en droit de penser que si elle se cache dans la forêt, c'est qu'elle fuit quelque chose de quand même assez grave. Et cette jeune fille-là va finir par tomber sur un château. Et dans le château, il y a un crâne. Et ce crâne-là, en fait, il est bavard et même qu'il se déplace seul, donc il est ambulant. Vous allez voir, dans le fond, tout est sorti en différentes parties. Donc, elle, c'est la seconde. Il y a toujours 3 mots en particulier qui définissent le chapitre. Donc, ça peut être intéressant pour faire de la synthèse. Et comme vous voyez, au niveau de l'écriture, vraiment très simple. On est vraiment dans un registre très accessible, écrit quand même assez gros. Donc, même pour les jeunes qui peuvent avoir certaines difficultés en lecture, c'est vraiment accrocheur, c'est vraiment bien fait. Donc, Ottila, pour en revenir à notre histoire, va faire une sorte de petit pacte avec le crâne. Donc, le crâne lui permet de rentrer dans le château à la condition qu'elle le déplace, donc qu'elle le tienne pour le déplacer parce que, bon, il n'y a pas vraiment de corps, hein, ce crâne-là. Donc, il y a une partie du livre qui va être consacrée, dans le fond, à la découverte du château avec Monsieur le Crâne, qui est très gentil. C'est vraiment un personnage vraiment très charmant. Ils vont faire toutes sortes de choses ensemble. Ils vont porter des masques, danser, manger des poires. Et d'ailleurs, la petite fille lui donne des poires qui sont dans les branches et qui, normalement, sont inaccessibles pour le crâne. Donc, ils sont en train de se construire une amitié qui est quand même assez saine, qui est quand même assez partagée. Et finalement, le crâne va lui confier à la fin de la journée que malheureusement, il y a quand même un secret dans le château. Ce secret-là, c'est que il y a un squelette, pas de tête, qui se promène dans le château. On ne sait pas si c'est son corps à lui, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais c'est une entité qui est quand même considérée comme malveillante. Le squelette sans tête cherche à s'emparer du crâne en disant « Je veux ce crâne, donnez-moi ce crâne » et il va le répéter plusieurs fois. Donc, est-ce que c'est parce qu'il fuit un passé? Est-ce que c'est parce que y a tout quelque chose à extrapoler autour de ça? C'est vraiment très intéressant, on le voit ici. Donc, voici le fameux squelette sans tête. Et Ottila essaie, dans le fond, de faire en sorte que le crâne ne va pas se faire capturer par le squelette. Donc, il y a toute une cavalcade à travers le château que la petite fille fait pour protéger son ami. Et finalement, elle a une idée. Elle va l'amener sur le balcon, le plus haut balcon, là où la rambarde, elle est vraiment basse. Et elle va faire le très classique coup de « je te pousse dans le dos et tu tombes en bas du balcon ». Et on pense qu'à partir de là, c'est terminé, mais non. Et c'est à partir de là, dans le fond, que les choses commencent à changer par rapport au conte traditionnel d'origine, dans le fond. La jeune fille va rester toute la nuit et elle va carrément détruire le squelette. Donc d'abord en morceaux avec un rouleau à pâtisserie. Ensuite, elle va mettre la poudre qu'elle a réussi à créer dans le feu, donc elle brûle la poudre et ensuite elle met la poudre dans un seau et le seau, elle s'en va le garrocher en fait dans le puits sans fond qui est dans le donjon. Donc on est en droit de se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'elle a mis tellement d'énergie à détruire le squelette,
mais au final, elle a sauvé son ami. Donc, on le voit ici. Donc, il y a des façons d'extrapoler sur une histoire comme ça. C'est quand même un peu particulier en première lecture, mais finalement, il y a certaines accroches qu'on peut utiliser. Donc, ça finit bien. La jeune fille, elle est invitée à rester dans le château avec le crâne et tout est bien qui finit bien. La manière que je l'avais vue, si ça peut aider les professeurs, on est en droit de se dire que le crâne fait quelque chose. Ça peut être de l'ordre du passé, mais ça peut être de l'ordre du comportement. Est-ce que le squelette en lui-même, c'était dans le fond quand il était en un seul morceau, est-ce que c'est parce qu'il y avait des comportements violents ou est-ce que c'est parce que dans le fond il y avait quelque chose à se reprocher et que la scission entre les deux aujourd'hui fait que le crâne, la raison, ne veut pas rejoindre le comportement, le squelette. Donc il y a quelque chose à faire avec cette lignée-là. Il y a aussi les deux personnages ont quand même des éléments au niveau du passé tous les deux qu'on peut aller raccrocher ensemble. Et au niveau du décor qui est un petit peu épouvante, ben on le voit aussi, il y a quand même quelque chose à aller chercher avec les images. On a quand même le personnage avec ses deux grands yeux qui est absolument pas expressive. Et ça crée quand même un malaise parce qu'au début on dit elle pleure, mais en fait on voit simplement l'image de son visage qui n'a pas d'expression. On peut aller jouer sur les illustrations aussi. Fait que plein de façons d'utiliser ce petit livre-là, mais pour les amateurs d'épouvante de 8, 9 ans, 7 ans, pour ceux qui sont à l'aise, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Donc, le crâne. Monsieur Boucard Diouf nous a fait un 4e livre, je crois que c'est le 4e, donc Aventure et sagesse dans le village de Zambouki, qui est celui-ci, qui est dans le fond 3 histoires dans un village fictif de Zambouki, quelque part en Afrique, et qui va s'inspirer de la sagesse des aînés, et aussi de la sagesse qu'on retrouve dans la nature. Donc, des thèmes qui sont relativement chers à M. Boucard pour ce qu'on en sait, qui est un écologiste et un humoriste québécois. Donc, on a 3 personnages. Le premier s'appelle Lameki. C'est un garçon qui a une excellente foulée et qui va devenir, une fois adulte, un excellent joueur de soccer. Et il va faire la fierté de son village. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Donc, Lameki était plus petit quand il était jeune et il a subi de l'intimidation en raison de sa taille. Il a même failli quitter l'école pour de bon pour ces raisons-là, parce que le fardeau, dans le fond, d'encaisser tout ça, c'était trop dur pour lui. Et il y a la matriarche du village qui va aller lui donner quelques leçons, notamment sur la taille ne fait pas la force. Pourquoi? Avec notamment les éléphants, aussi avec le baobab. Donc, il va y avoir vraiment toute une fable autour de ça. Notamment le fait que quand on est un arbre, même le plus gros, on part de très très petit, donc on part du stade de graine et éventuellement on devient un arbre vraiment très gros. Il en est de même pour les humains, donc on commence petit, mais à force de discipline, à force de travail, on finit par devenir adulte et on finit par devenir fort. Donc la première histoire, elle est vraiment centrée là-dessus. La seconde, c'est celle de, je vais reprendre son nom, Tamboula. Donc, Tamboula, c'est une jeune fille, elle est albinos, donc elle est blanche de la tête aux pieds et c'est une excellente chanteuse. Elle aime beaucoup aller se jucher dans le trou qui est formé par le baobab en forme d'éléphant de son village. Et ça l'a inspiré à la matriarche l'histoire d'un certain personnage qui lui aussi, à son époque, faisait des percussions et il était excellent. Le parallèle qu'on va faire avec cette histoire-là, c'est celui entre le talent qui est inné, mais l'importance toutefois de le travailler dans le temps, d'être rigoureux et discipliné pour qu'il devienne vraiment un diamant qui est bien taillé. Donc, on peut avoir du talent, mais il faut quand même le travailler. Ça vient pas sans effort, la reconnaissance. Et c'était quand même, l'histoire est intéressante pour cette dimension-là. Et finalement, la troisième, c'est celle de Madaliso, qui est le narrateur également des 2 autres histoires. Dans le fond, Lameki et Tamboula étant ses amis. Va nous parler de quand il était enfant, il y avait une croyance dans le village selon laquelle les geckos faisaient pipi dans la nourriture et donnaient toutes sortes de maladies. Et derrière ce drôle d'état de fait-là, cette croyance-là, on pensait que c'était un esprit malveillant qui s'emparait des geckos et qui allait faire des mauvais tours aux humains pour les rendre malades. Ce qu'on va articuler dans la troisième histoire, c'est vraiment le rapprochement entre une croyance et un fait scientifique et comment les deux, des fois, vont devoir coexister dans un même village et comment des fois c'est difficile de sortir des croyances pour ensuite aller articuler quelque chose d'un petit peu plus scientifique, donc qui a pas des causes, mais des preuves, voilà. Donc, Madaliso aime beaucoup les geckos, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique et lui, dans le fond, il va confronter sa mère qui, elle est vraiment très très ancrée dans la croyance que oui, les geckos, il faut les abattre, il faut les tuer parce que c'est vraiment de la vermine.
Et notre garçon va faire, ben, faut que je prouve à maman que c'est absolument pas vrai. Donc, il va y avoir toutes sortes de péripéties autour de ça, mais éventuellement, à une fois adulte, Madaliso va devenir vraiment, va créer un groupe pour la protection des geckos. Donc, il va vraiment s'inscrire dans la protection de la faune dans son village. Donc, c'est vraiment des belles histoires à saveur naturelle. Il y a des images également qui vont jalonner le récit. L'importance du vivre ensemble, l'importance aussi, tout ce qui vient de la nature, d'en prendre soin. Donc, comme je vous disais, des thèmes qui sont quand même très chers à Monsieur Diouf, qui est écologiste. Donc, je reconnais bien sa plume ici. Excusez-moi. La maîtresse a de la moustache. Maison Alice, collection 2 que je vous ai présentée dans les autres capsules aussi, qui est une collection que j'aime vraiment beaucoup. Donc ici, on propose l'histoire d'une petite classe qui me rappelle un peu la guerre des pupitres pour ceux qui le connaissent. Une petite classe qui voit son professeur partir en congé de maternité et qui se demande, ouais, là, on n'a plus de professeur, c'est un peu angoissant, on la connaissait, qui va venir prendre soin de nous? Et ce quelqu'un, c'est Madame Consuelo Flores, qui est la jolie dame qu'on voit ici. Mais Madame Flores, toute belle qu'elle soit avec ses robes de couleur, ses bracelets, elle a de la moustache. C'est anodin, vraiment, je veux dire, c'est pas si grave que ça, mais ça va rapidement devenir un enjeu dans cette histoire-là. Donc, les enfants vont apprendre vraiment à s'attacher à Consuelo. C'est une femme qui adore expliquer l'étymologie des mots. C'est une personne qui a vraiment le sourire facile. Elle a une approche qui est toute douce. Elle se met rarement en colère. En fait, c'est vraiment une figure de professeur extrêmement positive. Et en même temps, qui propose un modèle de femme un peu différent. Pourquoi pas? Et quand éventuellement les enfants vont demander pour la moustache, c'est évident. Et elle va expliquer que, pourquoi pas, je veux dire, c'est peut-être pas à la mode chez les femmes, mais moi, je suis bien comme ça. Et en plus, il faut s'épiler la moustache, donc c'est vraiment pas la joie. Donc, on la voit juste ici, Madame Consuelo. Donc, c'est vraiment ça. C'est même pas une question de culture ou quoi que ce soit. C'est vraiment, Madame ne trouve pas que c'est si grave, donc pourquoi s'en préoccuper? Surtout que, les hommes aussi en ont de la moustache. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? En fait, cette approche-là, elle est assez bien. Les enfants l'y adhèrent assez facilement. En fait, ça fait même un sujet de bonne rigolade dans la classe. Toutefois, on a des parents, pas tous, un petit groupe de parents qui sont un petit peu plus psychorigides et qui, pour eux, Madame offre un très mauvais modèle féminin à leurs enfants. Et ça finit même par devenir des termes qui escaladent pour dire, Madame est dangereuse, Madame est subversive. Il y a vraiment quelque chose on n'aime pas cette femme-là. Et finalement, qui est basé sur absolument n'importe quoi, je veux dire. C'est vraiment juste à cause de la moustache. Donc, les enfants, évidemment, vont pas se laisser faire. C'est leur professeur, ils l'aiment d'amour. C'est la figure phare de leur classe et elle leur donne tellement le goût d'apprendre la langue française. Donc, évidemment qu'ils vont se mettre en cadre pour la défendre et c'est ce qui est vraiment touchant. Donc, quitte parfois même à aller à l'encontre des parents. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la guerre des pupitres et que j'appréciais ici. L'idée que les enfants sont pas niaiseux, sont capables d'avoir des opinions, et ici, on le voit assez bien. Et des fois, cette opinion-là, elle n'est pas en accord avec ce que les parents vont dire, pour toutes sortes de raisons. Et en même temps, c'est ça parfois, malheureusement, qui peut arriver, c'est d'infantiliser à outrance nos plus jeunes en leur répondant des idées toutes faites qui sont basées sur absolument rien, qui sont basées sur des préjugés. Fait qu'on peut aller dans cet angle-là si on veut extrapoler, mais de base, c'est vraiment une histoire qui est vraiment cute, qui est vraiment belle, sur des enfants qui vont défendre leur maîtresse. Donc, la maîtresse a de la moustache. Le dernier, qu'on a placé en jeunesse, mais qui est quand même beaucoup plus une bande dessinée, c'est celui-ci, donc Le tiroir des bas tout seul de Orbi, que je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment une histoire séquencée. Donc, on le voit ici avec des petites bulles, donc c'est une BD. Mais vous allez le trouver du côté des albums pour des raisons pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la nouvelle aventure que propose Orbi? C'est la bonne vieille question de qu'est-ce qui arrive avec les bas dans nos sécheuses? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec un bas tout seul? Pourquoi est-ce qu'on s'en ramasse avec tout un tiroir, justement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, nos deux enfants ici, donc je crois que leur nom c'était Louis et Madeleine. Ouais, je les ai retenus! Donc, Louis et Madeleine, qui vont, de manière tout à fait anodine, en fait, mettre des bas et demander à leur père, qu'est-ce qui arrive avec les bas tout seuls? Et j'ai un tiroir où je mets les bas qui sont tout seuls, et eux de faire, voyons donc, on en a donc bien beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe dans la machine ou autour de la machine qui explique cet état de fait? Donc, ils vont partir et somme toute, au début, c'est assez anodin. Bon, on a des
théorie un peu loufoque, mais c'est celle des enfants. Donc, bon, les lutins chapardent les bas, les bas se ramassent dans un trou noir, peu importe. Mais éventuellement, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi le membre du personnel de l'école, les professeurs eux-mêmes qui vont arriver avec des théories qui n'ont pas toujours plus de sens. C'est ça qui est vraiment amusant. Donc, les deux enfants sont même un petit peu excédés à un point parce qu'ils se font ajouter des théories, même à des moments les plus inopportuns, comme par exemple aux toilettes. Il y a quelqu'un qui arrive par là en haut, puis « Ah oui, Louis, j'ai une autre théorie pour toi! » Mais voyons, je suis aux toilettes. Bon. Fait que c'est vraiment rigolo, c'est sur il y a vraiment comme un petit côté très joyeux dans tout ça, c'est vraiment chouette. Et les deux enfants vont à la fin rassembler le plus possible les preuves, vont essayer même de maltraiter la pauvre sécheuse parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit il se retrouve peut-être poigné à l'intérieur de la sécheuse. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, ils vont carrément faire le ménage de la maison en entier, ils vont retrouver des terres. Mais en parallèle, ils vont retrouver aussi des tout seuls aussi. Donc finalement, on n'est pas plus avancé. C'est vraiment très drôle. Finalement, la solution est assez simple pour nos deux cocos. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas tout simplement des paires dépareillées ensemble? Comme ça, on n'a plus le tiroir des bas tout seul. On se retrouve avec des paires de dépareillés. Pourquoi pas? D'ailleurs, je fais le parallèle avec l'album de la maison Bagnole dépareillé, qui est exactement sur des chaussettes dépareillées aussi. On peut même faire un paddle entre les deux, ça pourrait être drôle. Donc, vraiment beau, un bel album, idéal, deuxième cycle à peu près, les 7 ans qui savent bien là, je crois qu'ils peuvent bien se débrouiller aussi, mais c'est vraiment joyeux, c'est dans le registre réaliste, c'est ça, Orbi nous propose encore une aventure qui est sur un thème somme toute simple, mais qui finit par être quand même très drôle et très créatif du même coup. Donc, ça conclut pour moi pour les incontournables du mois de septembre pour la rentrée. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve le mois prochain. Bonjour, ici Jacinthe Libre à Jeunesse chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en fiction pour le primaire volet album pour le mois de septembre. Alors, je commence avec un album sans texte publié aux éditions du l'Atelier du Poisson Soluble et écrit par Alice Bossu. Le titre est Grun Grunt. Il n'y a pas d'explication sur comment le prononcer, donc c'est ma suggestion. Donc, Grun Grunt, c'est l'histoire d'une famille qu'on voit s'installer dans une grotte. Donc, ça se passe à la préhistoire. Et on a vraiment deux parents, donc un papa, une maman, et deux enfants un peu plus jeunes, donc dont un qui semble être peut-être là, juste un petit peu plus vieux qu'un bébé, qui est souvent accroché à un de ses parents. Et on les suit un peu comme si on suivait des enfants aujourd'hui qui s'installent quelque part, donc qui déménagent. Donc, les petites activités du quotidien qu'on y fait pour se préparer. Et ensuite, la maman va faire de la peinture pour décorer les murs et un peu représenter donc la famille. Donc, un peu plus tard, on va avoir les parents qui se font des adieux parce qu'une partie des gens du village va aller chasser. Et je dis les gens et non les papas, puisqu'on a intégré à l'image une femme qui va à la chasse et un homme qui reste au village. Et ensuite, on va voir les habitants du village vaquer à leurs occupations et la femme va se mettre à avoir un genre de pressentiment ou en tout cas de vision de ce qui se passe à la chasse pendant ce temps-là. C'est pas vraiment décrit étant donné qu'il n'y a pas de texte, mais on voit des bêtes qui attaquent des humains et il va y avoir vraiment une longue suite d'images pour représenter l'attaque entre les animaux et la femme va dessiner une autre bête qui va pouvoir s'attaquer à celle qui attaque les autres, les chasseurs. Et finalement, va voir le lendemain matin apparaître une bête à l'entrée de la grotte qui va se trouver à être la bête tuée par le père pendant la chasse.
Donc, évidemment, il y a quand même plusieurs niveaux au niveau de l'interprétation de l'histoire, là, à savoir, est-ce que c'est une vision qu'elle a? Est-ce que c'est un pressentiment? Est-ce que c'est la réalité? Le fait qu'elle dessine un animal qui va venir protéger les chasseurs donne une bonne réponse à ça. Mais reste que selon l'âge de l'enfant à qui on présente cet album-là, il va y avoir plusieurs pistes à explorer. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de ce livre-là. Puis, ça fait aussi une bonne introduction au travail, pas au travail, mais aux illustrations des peintures rupestres dans les grottes. Donc, voilà, vraiment un super beau livre, album sans texte. J'ai ici La disparition de Béatrice Serre, c'est publié aux éditions La Joie de lire. Et La disparition, c'est une histoire qui nous est racontée par un petit garçon qui nous dit qu'il a une famille normale, entre guillemets, là. Mais donc une maman, un papa, un grand frère. Ils sont tous très proches, ils font des activités ensemble, surtout lui et son grand frère. Et on nous présente les activités qu'ils aiment faire ensemble. Jouer, faire du sport, faire du canot, et éventuellement va nous dire c'était jusqu'à ce que mon frère disparaisse, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas une vraie disparition. En fait, ça s'est fait graduellement. Un jour, mon frère a perdu son pied, il pouvait plus jouer au soccer avec moi, il a perdu sa main, il pouvait plus me lancer la balle, et un jour, il a perdu ses bras pour m'aider quand j'ai besoin d'aide pour atteindre quelque chose sur l'étagère, et même son nez, parce que s'il y avait encore son nez, il saurait à quel point ça sent mauvais dans sa chambre. Donc, à partir de là, on voit un peu vers où ça s'en va, et on parle de la disparition peut-être du frère, mais surtout de l'enfant qui était en son frère, qui devient un ado. Donc, son grand frère qui devient obsédé par les écrans, qui s'enferme, qui passe pas de temps avec lui, jusqu'au jour où un orage éclate et il y a une panne d'électricité qui va faire en sorte que son grand frère va soudainement devenir disponible. Donc, j'ai beaucoup aimé le clin d'œil, c'est vraiment mignon. J'ai ici publié aux éditions de l'Étagère du bas de Marie Lecusia, Frères, un magnifique album vraiment très doux sur les liens fraternels. Donc, on a Haroun et Ré, qui sont frères, mais qui sont très différents et qui se le font dire souvent par les gens autour d'eux. Donc, un est petit, l'autre est grand, un le teint plus clair, l'autre a le teint plus foncé, les cheveux clairs, les cheveux foncés, des lunettes, pas de lunettes, un aime lire, l'autre aime bouger, etc. Et à force de se faire dire à quel point ils sont donc bien différents, puis c'est donc bien étrange qu'ils soient frères, ces deux-là, alors qu'ils ont rien en commun et qu'ils ne se ressemblent pas, ils finissent par se fâcher après les gens autour d'eux. Et ils nous font comprendre qu'être frère, c'est plus qu'une question de goût, c'est plus une question d'apparence. Donc, vraiment, vraiment un magnifique livre sur l'importance des liens fraternels. Donc, vraiment, vraiment très beau. J'ai ici La légende du colibri. Les illustrations sont de Delphine Jacot. La légende du colibri, c'est une histoire qui existe depuis très longtemps, qui a été adaptée à maintes reprises. C'est une vraiment belle édition, vraiment des belles illustrations et le texte touche toujours autant aujourd'hui. Donc, La légende du colibri, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec, c'est l'histoire d'un colibri qui, un jour, remarque qu'il y a un incendie dans la forêt et se dit « je vais aller l'éteindre ». Et donc, un colibri, c'est tout petit, va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec et essayer d'éteindre le feu et va croiser d'autres animaux sur son chemin. Donc, va croiser un serpent, va croiser un paresseux, un jaguar et à chaque fois, va se faire dire « ça sert à rien ce que tu fais parce que 3 gouttes, c'est pas assez pour éteindre un incendie ». À chacun, le colibri va toujours répondre « je fais ma part, je fais ma part ». Donc, on a beaucoup de répétitions dans l'histoire. Les illustrations sont vraiment, vraiment belles.
Et un peu plus loin dans l'histoire, il y a un perroquet qui va rencontrer le colibri puis dire ben moi je fais rien parce que je pense pas que ça ferait quelque chose. Comment tu peux penser que tu vas faire changer les choses, toi qui es tout petit? Et le colibri, en lui disant qu'il fait sa part, va faire réaliser au perroquet et à plusieurs oiseaux autour que la force du nombre est importante dans une situation comme celle-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que tous les oiseaux qui étaient tout près dans la forêt vont mettre de l'eau dans leur bec et alors qu'on voit les autres animaux autour, vont aller au-dessus de l'incendie pour l'éteindre. Et l'incendie va faire place à un arc-en-ciel. Donc, on est vraiment avec un livre qui parle de persévérance, de l'union fait la force, puis de chaque petit geste compte. Fait que vraiment super intéressant, puis beaucoup, je pense qu'on peut aussi le voir comme quelque chose d'assez d'actualité, alors que ça fait vraiment longtemps que la légende existe. Donc, très belle adaptation. Je manque de souffle, mais je poursuis. J'ai ici le dessin trop mignon, donc de Roxane Brouillard, illustré par Caton. C'est un petit Québécois qui est paru il n'y a pas très longtemps, publié aux éditions Fanfon. Le dessin trop mignon, c'est l'histoire de Martin, un élève dans son cours de mathématiques qui s'ennuie. Je vous rassure, c'est pas un livre contre l'école, mais il faut suivre un peu le mouvement. Donc, Martin, alors qu'il s'ennuie, décide de dessiner. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est le dessin le plus mignon du monde. Et un dessin qu'on ne verra pas du tout pendant l'histoire, d'ailleurs. Donc, je passe un petit peu le bout où Martin met toute son âme dans son dessin pour arriver au moment où il prend un peu de recul, regarde son dessin et fait « Oh, c'est tellement mignon !» Il va le montrer à son enseignante qui va lui pardonner d'avoir fait des dessins en classe parce que c'est le dessin le plus mignon du monde. Les autres élèves vont être émus. Et là, le dessin va se passer et les gens sont tellement émus qu'ils deviennent dysfonctionnels. Donc, ils pleurent, ils se lancent partout. Puis, à un moment donné, les élèves profitent du fait que tous les profs sont complètement désorganisés pour faire de l'école un peu un terrain de jeu, puis il arrive, puis faire tout plein de bêtises. Ce qui fait que on va demander l'aide à des pompiers. Les enfants vont envahir la ville et la solution qui va être trouvée, ça va être de demander à Rebecca, une jeune fille, de faire le dessin le plus dégoûtant du monde, qui va finir par faire sortir un peu de leur torpeur les enseignants et réunir tous les élèves qui faisaient n'importe quoi devant le dessin qui va évidemment les dégoûter. On va reprendre place à l'école. L'enseignante va faire « OK, on a eu une grosse journée, mais il faut poursuivre. » Et à la fin, on a un petit garçon qui veut faire devant tout le monde la blague la plus drôle du monde. Et c'est là que les expressions sont importantes parce qu'on parle du dessin le plus mignon du monde, le dessin le plus dégoûtant du monde, et la blague la plus drôle du monde est à mourir de rire. Et on voit dans l'expression de l'enseignante qu'on n'a pas vraiment envie de l'écouter. Donc vraiment, vraiment chouette. Un autre Québécois ici, Le tiroir des bas tout seul, la nouveauté de Orbi, illustratrice et autrice. On a ici un livre qui est un peu entre l'album, entre le roman, la BD, le roman graphique. On regarde du côté des albums à la librairie, mais il entre dans beaucoup de cases et c'est ce que j'aime de ce livre-là. Donc, c'est découpé en chapitres. C'est une suite logique, mais c'est pas tout à fait de la BD. C'est un livre qui est un peu long, surtout si on est habitué de lire des albums pour enfants. Donc, c'est pour ça qu'il rentre un peu dans un spectre un peu plus incertain, imprécis plutôt, mais bon, voilà. Donc, Le tiroir des bas tout seul, c'est l'histoire de Madeleine et Louis, deux enfants qui, après avoir aidé leur papa à faire du lavage,
se rendent compte qu'ils ont un tiroir à la maison qui est destiné uniquement aux bas tout seuls. Donc, ils ont perdu leurs jumeaux et les enfants se disent, ben si on a un tiroir pour les bas tout seuls, ça veut dire que tous leurs frères jumeaux sont disparus. Ils doivent se trouver quelque part. Donc, la question est comment ils sont disparus et où sont-ils? Et en fait, ça va être la prémisse du livre et de l'enquête de Madeleine et Louis. Donc, dans les chapitres, on va avoir des hypothèses avec plein de personnages vraiment chouettes autour. Un enfant qui zozote, une enseignante fatiguée, le papa qui se met de la partie. On accuse un peu tout le monde, le monstre de la sécheuse, les chats, les chiens. Et à chaque fois qu'on a une théorie, on vient la valider ou, dans ce cas-ci, l'invalider. Vraiment intéressant si on a envie de travailler les enquêtes avec les enfants sans passer par les histoires de crimes. Les théories des enfants sont loufoques. Il y a plein de détails dans les illustrations que les enfants comprennent ou pas. Ce qui rajoute vraiment au plaisir de la lecture. Un enfant qui prononce mal, mais qui est tout mignon. Un dicton de grand-mère qui prend réalité. Donc, tout ça, là, c'est vraiment, franchement, super le fun. C'est absurde, mais c'est intelligent. Donc, Orbi a cette qualité-là. Donc, publié aux 400 coups. Vraiment une super belle parution. Et je termine cette très longue capsule avec Aux oiseaux de Anaïs Massini. C'est publié aux éditions Grasset Jeunesse. Et c'est une ode aux oiseaux. Donc, 40 oiseaux à qui on écrit 40 poèmes. C'est plutôt pour les plus vieux du primaire, je dirais, parce que ça demande quand même un certain vocabulaire, mais je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Donc, on s'adresse personnellement à ces oiseaux-là. Donc, on a le rossignol, la grive, j'en ai un ici, je me suis gardée de côté. Le scaphandrier, plusieurs oiseaux, on en a 40. Et je vous montre un petit peu le format et le type de texte. Donc, Bruant gourmand. Les premières fleurs de printemps sont blanches, ensuite viennent les jaunes et enfin les rosés. Toi, tu guettes les bourgeons acidulés. L'été reprend les mêmes couplets, 1000 couleurs de sauge et de boutons dorés. Tu fouilles le sol en quête d'insectes gris. Donc, j'aime qu'on s'adresse aux oiseaux. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est super le fun. On a des portraits qui sont des illustrations et non des photos. Je trouve que ça rajoute au fait que c'est très doux, très poétique, couleur pastel, donc vraiment beau. Donc, j'irais plutôt là pour du 4e, 5e, 6e année peut-être. C'est vraiment une ode à la nature, aux couleurs, oui, aux oiseaux évidemment, mais sous forme de poésie, je trouve que c'est rare qu'on rencontre ça. Donc, vraiment magnifique livre. Et c'était le dernier. Donc, c'était ma capsule d'incontournable en fiction pour le primaire, volet album pour le mois de septembre. Et on se retrouve le mois prochain. Merci! Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous faire un récapitulatif des livres que vous auriez pu avoir ratés durant l'été. Donc au niveau temporel, ça correspond dans le fond au mois de juillet et août, mais ce sont les salles de monde dans le fond de juin et juillet. Donc j'en ai quelques-uns que je vais vous présenter. Le premier, c'est Il était une autre fois, qui est un conte et légende. Donc pour une fois qu'on en a un. Donc, on a 3 contes qui ont été réécrits, réinterprétés, réamochés, le mot que vous voulez en fait, c'est vraiment chouette. On a Cendrillon, La Belle et la Bête et Casse-Noisette. Donc, 3 fils qui se suivent pas forcément, mais qui ont quand même une incidence les uns sur les autres, c'est vraiment trippant. Donc, avis sur la communauté LGBT qui est bien représentée dedans pour une fois. Et également, on vient réinterpréter des stéréotypes de genre aussi. Donc, je vais les présenter tous les 3 rapidement. Donc, dans Cendrillon,
C'est l'histoire d'un homme qui était cupide et avare. Et bon, la tradition veut qu'une fée marraine donne un don à l'enfant. Et comme il a été chiche, la fée était fâchée. Donc, elle a décidé de donner une malédiction à l'homme plutôt, qui disait que dans le fond, cet homme-là ne connaîtrait jamais sa fille. Donc, c'est assez subtil comme malédiction. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Cendrillon, en fait, s'appelle Cendre, S-A-N-D-R-E. Et Cendre, en fait, est toujours perçue par son père comme étant un garçon, mais en réalité, c'est une fille. Donc, durant toute sa vie, Cendre va vraiment avoir de gros enjeux au niveau de son sentiment d'infériorité parce que son père a toujours des attentes très déraisonnables et très irréalistes pour elle, surtout que ça s'articule de la manière où, Cendre doit vivre une vie de garçon. Quand arrive le fameux bal, évidemment, son père de faire « voyons voir, je vais jamais envoyer mon gars à un bal pour épouser un prince, ça n'a aucun sens ». Donc, Cendre est malheureuse de ne pas pouvoir aller au bal. Mais, qu'à cela ne tienne, on a les deux belles-sœurs qui changent de rôle et qui, cette fois-ci, les deux belles-sœurs, elles sont totalement amies avec Cendre, leur aînée. Et dans le fond, c'est elles qui vont aller chercher la fameuse fée marraine pour leur expliquer que, ouais, c'est parce que là, ta malédiction, elle joue contre notre sœur, là, ça marche pas. Et finalement, la fée de faire une sorte de transaction avec les deux sœurs où j'ai besoin de manger quelqu'un, parfait, le père. Bon, c'est peut-être pas super gentil. Néanmoins, on vient vraiment refaire quelques stéréotypes avec, surtout celui des deux belles-sœurs qui sont contre Cendre. Ici, elles sont avec. Et il y a même, j'ai trouvé ça mignon, fait que je vais vous le montrer, la fameuse robe de bal. C'est un peu inspiré années 20, années 30 Charleston. J'ai trouvé ça chouette. Pour une fois, on n'est vraiment pas dans la robe, la grosse robe bouffante qu'on voit souvent. Et ultimement, on va le voir aussi dans les illustrations. On a des filles qui dansent avec des filles, on a des gars qui dansent avec des gars. Donc, au niveau de l'homosexualité, de la bisexualité, c'est assez florissant, en fait, dans toutes les histoires, dans toutes les trois. Donc, on devine, bon, la princesse va sortir avec le prince. J'aime bien le prince, qui est d'ailleurs, on le voit ici, il a la peau très foncée pour une fois. C'est chouette. On va changer l'histoire sur la Belle et la Bête. Donc, rapidement, même sorte d'histoire, une bête qui habite un château. Le roi a dit, je vais donner de l'argent à la personne qui va me ramener la tête de la bête. Évidemment, tous les hommes attellent leurs chevaux et leur armée et s'essaient pour entrer dans le château. Mais le château a d'excellentes défenses. Donc, c'est vraiment pas aussi simple. Donc, notre belle, en fait, va trouver une autre façon d'entrer. Elle cogne à la porte. C'était si simple. Et elle va rentrer, elle va réaliser, en fait, que l'univers de la bête, c'est un univers où percent les sciences, où percent les arts et les lettres. C'est une sorte d'université, en réalité, où toutes les princesses qui ne veulent pas se marier, donc qui veulent échapper à un mariage forcé, peuvent aller. Donc, c'est vraiment une oasis pour protéger les femmes. Donc, c'est vraiment une belle idée. Et finalement, la bête va réellement changer d'apparence et on réalise qu'en fait, c'est une femme. Donc, il n'y a pas de prince, en fait, dans cette histoire-là. Et finalement, on a Casse-Noisette, qui est juste ici. Casse-Noisette, donc, vraiment réinterprété lui aussi. Donc, un petit garçon aveugle qui est dans une famille aimante et qui réalise qu'en fait, il y a des rats qui viennent voler les pâtisseries de la boulangerie qui fait partie de la maison. Et je vous la raconte vite parce qu'elle est assez longue, cette histoire-là, mais sommairement, on va se rendre compte que le problème de cette histoire-là, c'est vraiment la communication et la perception, le regard qu'on porte sur l'autre groupe. Donc, autant les rats, pour eux, les humains, c'est des persécuteurs, que pour les humains, les rats, c'est des bêtes qui amènent des maladies. Mais ultimement, grâce à notre garçon qui est aveugle et au prince des rats, finalement, ils vont réussir à s'entendre. Donc, encore une fois, on est dans un couple gay. Mais c'est vraiment cute, puis on le voit ici. Les images sont quand même vraiment très chouettes, très colorées. C'est pas le style graphique que je suis habituée de voir, mais c'est quand même très intéressant. Donc, 3 contre-visités, réinterprétés, réamochés, appelez-le comme vous voulez, mais c'est vraiment chouette. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près. On change complètement de registre. Je vous propose cette fois-ci ce beau petit livre-là de la Maison Planète Rebelle qui a commencé il n'y a pas très longtemps à nous faire des romans. Et celui-là, il est quand même assez atypique parce que ce n'est pas exactement un roman. Donc, pour ceux et celles qui ont connu les scouts, il est de tradition qu'on se raconte des histoires d'épouvante autour du feu. Et c'est exactement ce qu'on va avoir ici, en fait. Donc, M. Fortin va avoir glané ici et là, d'un endroit à l'autre à travers le Québec, des histoires épouvantes tirées des groupes de scouts. Autour du feu. Donc, Légendes étranges pour une nuit sans lune explique pourquoi il s'appelle ainsi. Et ce sont donc des morceaux d'histoire
des morceaux de légende que M. Fortin a réinterprétés ou pour les besoins du livre, mais qui sont vraiment inspirés d'histoires qui se sont racontées. Donc, on est un peu à la frontière du mythe campagnard et d'un certain degré de folklore. Donc, il y a quand même plusieurs éléments que j'ai pu voir là-dedans, mais c'est vraiment intéressant. Et ce qui est particulièrement chouette, c'est que pour être relativement crédible, une histoire d'épouvante doit quand même s'articuler dans un contexte qui n'est pas loin de nous. Et des fois, avec le temps, il y a certaines choses qui se perdent, notamment sur la technologie. Donc, dans celui-là, ce qui est vraiment chouette, on va parler de YouTube, on va parler de cellulaire, mais cette fois-ci, la technologie joue contre nous. Donc, on a un degré de modernité qui est très à la page et qui donc devient quand même un petit peu plus concret pour des jeunes de la génération clavier d'aujourd'hui. Donc, vraiment intéressant. Donc, à aller voir lui aussi de plus près. On a une belle brique ici avec Autoline et le vétérinaire des monstres. J'adore l'illustration wow, la couverture est fabuleuse. Là, on a un beau look qui montre quand même le degré un petit peu d'épouvante qu'il y a dans le livre, mais pas trop. On est quand même plus dans du fantasy bas. Donc, un monde qui côtoie le nôtre et dans lequel on admet l'existence des monstres. Donc, on n'est pas dans du fantastique, on est bien dans du fantasy. Et on va voir même dans les pages de garde, je vais vous les montrer, on a un aperçu du type de créature qu'on va avoir. Donc, on est assez loin du monstre, des gentils monstres qu'on a tendance à voir ces temps-ci. On est plus dans le style baveux, crasseux, avec multiples dents et tentacules, et ils sont dangereux, vraiment. Donc, Autoline, c'est une jeune fille anglaise, la typique orpheline, qui va vivre chez sa tante, et sa tante a le trouble obsessionnel compulsif de type nettoyeur le plus intense que j'ai jamais vu dans un livre jeunesse. C'est vraiment quelque chose et ça en devient vraiment très drôle. Mais pour Autoline, c'est pas la joie. Parce que ça fait qu'elle peut pas quitter son logis. Son logis, en l'occurrence, c'est un château d'époque. Parce que, les germes. Donc, elle a une vie extrêmement ennuyeuse et elle le dit, les vacances d'été, pour elle, c'est toujours synonyme d'ennui et d'occuper son temps. Lire lui suffit plus et bon, son imagination est un petit peu en train de s'écraser à cause de ça. Mais, qu'à cela ne tienne, encore une fois, on est dans un roman jeunesse, elle a un grand-oncle qui, lui, est un vétérinaire pour les monstres. Ça le dit assez bien, donc elle va, à un moment donné, en fait, la raison pour laquelle elle va le rencontrer, c'est qu'il y a une créature ailée qui va rentrer dans le château de Viotoline. Elle va en prendre soin parce qu'il est blessé et elle va appeler des vétérinaires pour essayer d'en prendre soin. Et bon, une créature avec des ailes, bon, ça n'a aucun sens. Mais il y en a un dernier vétérinaire qui va dire je connais quelqu'un, appelle-le. Et dans le fond, c'est comme ça qu'elle va rencontrer son grand-oncle qui est spécialisé vraiment avec des types monstrueux, comme on le voit sur la couverture, qui sont quand même assez bien représentés. Vraiment, l'illustrateur a bien réussi sa mission. C'est formidable et on comprend quel registre on a ici. Donc vraiment une histoire d'une jeune fille qui va aller vivre avec son grand-oncle et va apprendre progressivement à prendre soin des monstres et clairement elle a en elle cette famille, on pourrait dire. Et à un moment donné, elle va commettre l'imprudence numéro 1 que, évidemment, son oncle lui a dit de ne pas faire, c'est-à-dire aller dans le monde des monstres lui-même. Donc il y a un portail pour y aller. Et c'est un monde qui est fabuleux, vraiment très, au niveau sensoriel, c'est vraiment magnifique. Mais c'est aussi un monde qui est très dangereux. Et elle va croiser la personne qu'elle ne devait pas, c'est-à-dire le roi des monstres, qui est tout un personnage en lui-même, un peu Dundee, pas de château, un peu craqué, mais vraiment très chouette ce personnage-là. Il vaut le détour. Donc, un bel univers qui nécessite quand même de prendre le temps d'émerger dedans. Donc, on rentre pas d'un seul coup dans l'univers, il faut vraiment laisser le temps à l'auteur d'asseoir les différents éléments. Donc, c'est pas forcément pour les jeunes lecteurs qui veulent expédier. C'est plus pour les lecteurs qui savent savourer. Petite précision. Pour nos plus jeunes, un lutin à l'école, la collection passerelle que j'aime d'ailleurs toujours tout autant. Donc, inspiré, existe déjà dans une formule en album et cette fois-ci, on nous le présente dans la formule livre débutant. Donc, pour, je dirais, 2e année, 3e année à peu près. Donc, un lutin à l'école, on s'en doute, c'est l'histoire d'un lutin qui va à l'école et les enfants vont voyons donc, on a un lutin dans notre classe, donc on le voit ici, je vais vous le montrer. Donc il est assez petit, et il est assez débrouillard parce que tout n'est pas à son échelle quand même. Donc on le voit ici, il écrit carrément debout avec son crayon.
Mais plutôt que de voir l'aspect surprenant de tout ça et d'être curieux face au petit lutin, mon Dieu, son petit nom, Pym, oui. Les personnages de ce livre-là deviennent au contraire méfiants et se mettent carrément à être pas fins avec lui. Donc, il est différent, il ne s'habille pas de la même manière, donc ça devient des motifs de persécution. On connaît ce son de violon-là, on le retrouve ici. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a le personnage principal, qui est notre cocotte juste ici, aux cheveux noirs. Et cette jeune fille-là, au contraire, est comme, ben moi, je le trouve cool, en fait. J'aimerais bien pouvoir me rapprocher de lui et apprendre à le connaître. Et c'est ce qu'elle va faire le jour où les personnes de sa classe vont essayer carrément de le mettre dans le bocal à poisson rouge. Et là, c'est la coche de trop. Elle devient vraiment en colère. Et depuis ce temps-là, elle devient son amie. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce petit personnage-là va lui faire découvrir son monde à lui. Et son monde à lui, il est quand même vraiment très chouette. Donc, on voit les champignons dans lesquels ils vivent. Et sa famille est tellement hétéroclite. C'est vraiment mignon. Donc, il semble avoir comme 2 papas, une fée, un lutin, des gnomes, un ver de terre comme animal domestique. Et c'est l'élément que je trouvais qui était très intéressant à donner. On peut choisir de voir les gens pour leurs différences et penser que c'est trop bizarre et ça me rejoint pas. Mais on peut aussi choisir d'être curieux et finalement réaliser que, hey, il y a peut-être des choses que moi je peux apprendre de ce monde-là. Il y a des choses merveilleuses que je peux côtoyer, des choses que j'avais jamais vues. Donc, aller exercer notre curiosité, finalement, c'est de s'éloigner un peu de l'intolérance. Et c'est finalement réaliser que, hey, on gagne à être diversifiés ensemble. En tout cas, moi, c'est des thèmes qui me sont chers, évidemment, mais que je vous invite à regarder. C'est toujours pertinent d'en parler, surtout qu'on vit nous-mêmes dans une société qui est très colorée, très diversifiée. Donc, un lutin à l'école pour nos plus jeunes. Monsieur Eliot, qui est l'auteur des Dragonman, je crois bien, a écrit ici Les mystères d'Angleterre, qui est un petit roman tome unique, donc vous n'avez pas besoin de chercher la suite, il n'y en a pas. On est dans une logique un peu comme les romans de science-fiction silo. Donc, on est dans une société hiérarchisée, très stratifiée, qui rappelle un peu la dystopie. Donc, on est plutôt dans du steampunk, par égard pour toute la mécanique qu'on y trouve. Et on le comprend très bien à la page couverture, on a un univers qui flotte au-dessus d'un gros miasme brumeux, dégueu, qui sent très mauvais et qui est dans le fond une espèce de gros smog. Et au-dessus, c'est ça, les gens nantis vivent une vie d'opulence et de parfaite oisivité, en fait. Je veux dire, ils font des activités, mais ils sont vraiment toujours bornés à rester là. En contrepartie, on a davantage l'univers ouvrier qui est en bas, qui respire, malgré des foulards, respire un air qui est extrêmement vicié. Leur nourriture est contaminée également, l'eau elle est contaminée, donc on comprend vraiment que c'est le bas fond de la ville et c'est eux qui opèrent en fait l'ensemble de ce système-là. C'est une ville qui est faite, en fait, on le voit pas sur la couverture, mais qui est faite vraiment en rond. Et qui devait, dans le fond, à l'origine, donc là, on parle vraiment de dystopie parce qu'on partait d'un système utopique. Le système utopique disait qu'on devait avoir une ville qui était protégée derrière des murailles et qui vont s'agrandir avec le temps et qui, finalement, va protéger les gens d'une certaine pandémie. Mais malheureusement, la société étant ce qu'elle est, et avec l'homme qui dirige et qui est un génie qui construit des machines, a toujours ici de plus en plus haut les élites pour finalement vraiment créer la division sociale qu'on connaît dans le livre et qui devient donc une dystopie. Donc une utopie qui s'inverse et qui devient délétère pour une grande partie de la population d'Angleterre. On va voir même dans le dialogue, on parle pas, les enfants qui naissent en haut sont dans des... oh mon Dieu, je me rappelle pas le terme exact, mais ceux du bas naissent dans ce qu'on appelle des mois de saison. Donc, au lieu d'années, on change un peu le vocabulaire. C'est vraiment chouette. On est vraiment dans un univers qui a quand même beaucoup de détails et qui finalement va, on s'en doute tous, va s'écrouler pour une certaine raison. Donc, on a 2 personnages qui vont finir par se croiser. On a d'une part Altaïr, qui est une jeune femme, qui est la fille du docteur qui a créé cet univers-là. Et Altaïr, elle, clairement, il y a quelque chose qui vient la chercher. Son univers est tellement aseptisé, c'est toujours une question d'apparence et tous les jours se ressemblent. Et le jour où elle va recevoir son propre valet robotique, en fait, elle va se rendre compte qu'elle se sent plus près de ce valet-là mécanique que de tous les autres qui cherchent son attention. Donc elle est plus dans le « j'essaie de trouver qui je suis », mais on est dans un univers qui ne le permet pas.
Alors qu'au contraire, on a un personnage qui vit, oh mon Dieu, son nom à lui, comment il s'appelle déjà? Ormo, oui. Ormo, il vit dans les bas-fonds et lui, c'est clairement un enjeu de survie. Et d'ailleurs, dès le début, on le voit, il passe à 2 doigts de se noyer dans ce qui est de l'eau polluée. Va finalement réussir à s'extirper. Donc lui, vraiment, c'est l'injustice, l'iniquité, la dangerosité et le fait que finalement, ce sont des numéros qu'on peut facilement interchanger. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut aller retrouver dans cet univers-là qui est très intéressant. Monsieur Elliott a vraiment une plume qui est chouette aussi à aller voir. Et finalement, on se rend compte que les 2 personnages sont assez complémentaires et s'amènent des éléments qui sont intéressants. Mais on n'est vraiment pas dans une logique non plus de Altaïr étant la petite fille toujours en détresse. C'est une fille bright, elle a une bonne tête et elle a des choses à mener. Et c'est elle qui va quand même mener une part dans le fond des changements. Elle va induire des changements, un peu malgré elle, mais tout de même. Donc vraiment un roman chouette pour ceux qui veulent s'initier un petit peu dystopie steampunk, vraiment intéressant. Et le dernier, qui est un petit roman d'une petite maison d'édition que je ne connaissais même pas, qui s'appelle Voce Verso, et qui est ici, donc tout petit livre, qui s'appelle Mon papa et moi. Donc non, c'est pas parce que la couverture est rose que c'est un roman pour filles. Donc Mon papa et moi, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui comprend que, tu sais, ma chouette, dit le papa, ma meilleure amie, en fait, c'est pas vraiment ma meilleure amie, c'est mon amoureuse. Oups. Donc, on est dans la logique du nouveau parent qui va s'intégrer à la famille et que clairement, notre cocotte, elle est pas d'accord avec ça. C'est comme non, c'est moi et mon père, t'as pas d'affaire là-dedans. Et elle va lui en faire baver. Donc, au début, c'est vraiment de ça qu'il est question. Donc, elle essaie d'accaparer l'attention, elle fait des mauvais coups. Mais progressivement, elle se rend compte qu'en fait, la nouvelle amie de papa, qui est son amoureuse, elle est pas si méchante que ça. Elle est même assez chouette. Elle a des bonnes idées, elle est patiente. Peu à peu, en fait, on va voir que la relation entre eux 3 est en train de se bâtir. C'est sur la confiance, sur le respect, sur les projets communs. Donc, elle n'a pas le sentiment d'être tassée. C'est vraiment de réorganiser la famille pour qu'on joue 3 violons plutôt que 2. Et il y a des petites illustrations qui sont quand même assez mignonnes, qui vont aller avec. Donc l'histoire, elle est pas longue, ça peut tout à fait fonctionner pour la 3e année. J'ai trouvé ça vraiment positif et en même temps, c'est quelque chose qui peut être tout à fait relayable à un grand nombre d'enfants actuellement. Celui de, il y a un nouveau parent qui est en train de rentrer, qui n'est pas mon nouveau parent à proprement parler. C'est vraiment l'amoureuse de papa ou l'amoureux de maman ou l'amoureux de papa. L'idée, c'est qu'il y a un autre adulte qui rentre dans notre vie et là, il faut apprendre à composer avec elle, lui, sans que ça remplace forcément la figure de la maman ou du papa. Je veux dire, généralement, on a un papa, une maman ou 2 parents. Fait on va aller jouer avec cette logique-là, mais j'ai trouvé ça beau justement que ce soit pas encore une fois une marade qui cherche à remplacer la maman ou qui se met à essayer de tasser l'enfant, dans le fond que les relations soient à son détriment. Fait que positif, vraiment beau, facile à lire, illustré, vraiment chouette. Donc, thème qui peut être tout à fait relayable. Et elle a quand même eu des très très bonnes idées, la jeune fille. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Donc, un tout petit roman que je vous invite à aller voir dans la collection Voce Verso, de la maison d'édition Voce Verso. Voilà. Donc, ça complète les livres que vous auriez pu avoir ratés, qui sont passés durant cet été, donc la salle de monde de juillet et la salle de monde de août. Donc, elles ne sont pas présentement dans la salle de monde, qui est la salle de monde de septembre pour le moment, mais quand même que je vous invite à aller voir de plus près sur la plateforme Monépro, et qui ont été des livres qui sont quand même intéressants à aller voir. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on va se retrouver pour la capsule du mois prochain.